Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Le Premier ministre Nawaf Salam a reçu les ambassadeurs de la Commission quintuple qui regroupe l'Arabie saoudite, la France, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Les échanges ont porté sur les réformes économiques, le projet de réorganisation financière transmis au Parlement, ainsi que sur la sécurité. Les diplomates ont salué la réussite de la première phase du plan de restriction des armes au sud du Litanie et affirmé leur soutien à la poursuite du processus. La Commission a également réitéré son attachement à la tenue des élections législatives dans les délais, soulignant l'importance de restaurer le fonctionnement normal des institutions libanaises. En Iran, cette fois, la crise s'aggrave. Alors que le bilan humain des manifestations ne cesse de s'alourdir, le pouvoir se dit désormais prêt à la guerre, tout en affirmant rester ouvert à des négociations. Face aux menaces américaines, Téhéran organise des rassemblements de soutien au régime, tandis que la communauté internationale multiplie les réactions et appelle au calme et craint les condamnations fermes. La tension ne retombe pas en Iran. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a affirmé que la République islamique ne cherchait pas la guerre, mais qu'elle y était pleinement préparée, tout en se disant ouverte à des négociations équitables et fondées sur le respect mutuel. Ces déclarations interviennent après de nouvelles menaces du président américain Donald Trump, qui n'exclut pas une intervention militaire si la répression des manifestations se poursuit. Washington affirme néanmoins qu'un canal de communication reste ouvert entre l'Iran et l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, selon le ministère iranien des Affaires étrangères. Sur le terrain, la situation reste explosive. Depuis le 8 janvier, une coupure totale d'Internet est en vigueur, visant selon les ONG à masquer l'ampleur de la répression. L'organisation Iran Human Rights fait état d'au moins 192 manifestants tués, un chiffre qui pourrait dépasser les 2000 morts, tandis que plus de 2600 arrestations auraient été recensées. Ce mouvement, né de la hausse du coût de la vie et de l'hyperinflation, s'est rapidement transformé en défi politique direct au régime. Une situation d'autant plus explosive que l'Iran reste fragilisé par la guerre de 12 jours avec Israël en 2025 et par le rétablissement de lourdes sanctions internationales. Face à la contestation, les autorités cherchent à reprendre la main. Des rassemblements de soutien au pouvoir ont été organisés dans plusieurs villes à l'appel du président Massoud Pezeshkian, tandis que la télévision d'État diffuse des images de marches pro-régime et de funérailles des membres de forces de sécurité. Les hôpitaux, eux, seraient débordés selon le Centre pour les droits de l'homme en Iran, alors que des familles continuent de chercher des proches disparus. À l'international, les réactions se multiplient. Des rassemblements de solidarité ont eu lieu à Paris, Londres et Vienne. En exil, Reza Pahlavi appelle les forces armées iraniennes à se ranger du côté du peuple. La Chine appelle au retour au calme et s'oppose à toute ingérence étrangère. En Allemagne, le chancelier Friedrich Merz condamne fermement la violence exercée par les dirigeants iraniens, la qualifiant de signe de faiblesse. L'Iran traverse aujourd'hui l'une des crises les plus graves de son histoire récente, entre soulèvement intérieur et risque d'escalade militaire internationale. Nouvelle escalade verbale entre Washington et La Havane. Le président américain Donald Trump durcit le ton contre Cuba, menaçant de couper toute aide énergétique et financière à l'île. Une sortie qui provoque la colère du président cubain Miguel Díaz-Canel dans un contexte régional déjà explosif, marqué par les tensions avec le Venezuela. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le président américain menace Cuba d'un arrêt total des livraisons de pétrole et de flux financiers, appelant la Havane à accepter un accord dont il ne précise pas les contours.
Quelques heures plus tard, à bord d'Air Force One, le chef de l'État américain insiste. Il affirme vouloir prioritairement prendre en charge les Cubains ayant quitté l'île, notamment sous la contrainte, sans toutefois dévoiler de plan concret. À La Havane, la réponse est immédiate et ferme. Le président cubain Miguel Díaz-Canel rappelle que Cuba est une nation libre et indépendante et accuse les États-Unis d'agression permanente depuis plus de 60 ans, en référence à l'embargo imposé depuis 1962. Cette nouvelle passe d'armes intervient dans un climat régional extrêmement tendu. 8 jours plus tôt, les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro, à lieu historique de Cuba, lors d'une opération meurtrière impliquant également des membres des forces cubaines. Donald Trump affirme que l'ère de la coopération énergétique entre Cuba et le Venezuela est révolue. Depuis les années 2000, La Havane recevait du pétrole vénézuélien en échange de médecins et d'enseignants envoyés à Caracas. Le président américain va plus loin, évoquant même la possibilité que son secrétaire d'État Marco Rubio, d'origine cubaine, joue un rôle politique majeur à Cuba, relançant ainsi l'idée d'une influence américaine directe dans la région. Dans les rues de La Havane, la population oscille entre défiance et inquiétude. Certains relativisent des menaces jugées récurrentes, d'autres redoutent une escalade militaire et appellent au dialogue. Le ministre cubain des Affaires étrangères dénonce, lui, un comportement américain hégémonique et incontrôlable, tandis que des élus républicains d'origine cubaine saluent à Washington la fermeté de Donald Trump. Une chose est sûre, les tensions entre les États-Unis et Cuba sont de nouveau à leur plus haut niveau, avec des conséquences potentielles bien au-delà du détroit de Floride. Par contre, un possible tournant diplomatique entre Washington et Caracas se profile. Le président américain Donald Trump se dit ouvert à une rencontre avec le président par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez. Un signal inédit alors que les deux pays explorent un rapprochement sur fond de tensions politiques, d'enjeux majeurs et de préoccupations persistantes concernant les droits humains. C'est un changement de ton notable à Washington. Le président américain Donald Trump s'est dit ouvert à une rencontre avec la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez. À un moment donné, je le ferai, a-t-il déclaré à bord d'Air Force One, affirmant que son administration travaillait vraiment bien avec Caracas. Delcy Rodríguez dirige le Venezuela par intérim depuis la capture début janvier du président Nicolás Maduro et de son épouse. Depuis, les autorités vénézuéliennes ont multiplié les contacts avec Washington, annonçant le lancement d'un processus extraordinaire en vue d'un possible rétablissement des relations diplomatiques rompues depuis 2019. Vendredi, une délégation de diplomates américains s'est rendue à Caracas. Le département d'État assure maintenir un contact étroit avec les autorités intérimaires. Donald Trump affirme même avoir annulé une attaque américaine prévue en raison de la coopération en cours. Sur le terrain, la situation humanitaire reste préoccupante. Si Caracas a annoncé la libération d'un nombre limité de détenus, les ONG estiment qu'entre 800 et 1200 prisonniers politiques restent incarcérés. Des familles patientent devant les prisons, tandis que les organisations de défense des droits humains dénoncent des libérations progressives et des décès en détention. En toile de fond, un enjeu stratégique central, le pétrole. Donald Trump appelle les grandes compagnies américaines à investir au Venezuela, malgré des infrastructures jugées vétustes et à haut risque par plusieurs experts du secteur. Entre ouverture diplomatique, calculs énergétiques et inquiétudes sur les droits humains, le rapprochement entre Washington et Caracas demeure fragile. Une éventuelle rencontre entre Donald Trump et Delcy Rodríguez pourrait toutefois marquer un tournant historique dans des relations longtemps gelées. Nouvelle journée de mobilisation des agriculteurs en France. En cause, l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, jugé menaçant pour l'agriculture européenne. Après des actions ce week-end, plusieurs ports et sites stratégiques ont été bloqués. Des tracteurs, des ballots de paille et des entrées bloquées. La mobilisation des agriculteurs s'est durcie en France, avec des actions ciblant plusieurs sites portuaires stratégiques. À La Rochelle, une trentaine de tracteurs et une soixantaine de manifestants ont bloqué un dépôt pétrolier sur le port industriel de La Palisse.
L'action a été menée à l'appel de la coordination rurale pour dénoncer l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Plus au sud à Bayonne, des agriculteurs ont bloqué le site céréalier de Maïsaka malgré une interdiction de rassemblement. Selon le syndicat MODEF, une trentaine de tracteurs ont été déployés dès le matin. Initialement amorcée le mois dernier autour de la gestion sanitaire du cheptel bovin, la mobilisation a pris une nouvelle ampleur après le feu vert donné par Bruxelles à l'accord UE-Mercosur. Ce traité, qui doit être signé samedi prochain au Paraguay, vise à créer l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, réunissant plus de 700 millions de consommateurs. On a toujours cet espoir que nos politiques, les politiques européennes, prennent conscience aujourd'hui que le Mercosur, c'est une fois de plus la liberté de rentrer des produits d'Amérique du Sud sans aucune traçabilité, sans aucune norme. Et aujourd'hui, on veut sensibiliser le consommateur. Est-ce que le consommateur aujourd'hui est prêt à consommer du produit qui vient du bout du monde avec aucune norme, avec plein de pesticides? Je ne pense pas. Faire rentrer des produits étrangers dans tous les sens, ben forcément, sur la guerre des prix, on n'aura plus de pouvoir, nous en France. Enfin, je veux dire, forcément, nous Français, on va être plus chers avec toutes les normes qu'on a. Je veux dire, on va plus être crédible aux yeux du consommateur. La contestation dépasse désormais les frontières françaises. Des manifestations similaires ont eu lieu en Italie, en Pologne ou encore en Irlande. Pour les opposants, cet accord risque de fragiliser durablement l'agriculture européenne, confrontée à des importations sud-américaines moins chères et jugées insuffisamment contrôlées. Une inquiétude persistante à quelques jours d'une signature qui s'annonce déjà très contestée. En Corée du Sud, une mobilisation symbolique ravive des tensions historiques persistantes avec le Japon. Alors que le président Lee Jae-myung s'apprête à rencontrer la première ministre japonaise, Sanae Takahashi, des manifestants dénoncent à Séoul une militarisation japonaise jugée préoccupante au moment même où les deux pays affichent leur volonté de rapprochement. Ils sont peu nombreux, mais leur message est clair. Ce matin, une poignée de manifestants s'est rassemblée devant la Maison Bleue, la résidence officielle du président sud-coréen au sud de Séoul. En cause, ce qu'ils dénoncent comme une militarisation croissante du Japon. Pour ces manifestants, le renforcement des capacités militaires japonaises ravive des blessures historiques encore profondes, héritées de la période coloniale. Cette mobilisation intervient à un moment diplomatique particulièrement sensible. Le président Lee Jae-myung s'apprête à se rendre au Japon, dans la ville de Nara, ancienne capitale impériale, pour une rencontre officielle avec la première ministre japonaise Sanae Takahashi. Selon la présidence sud-coréenne, les deux dirigeants doivent discuter du renforcement de la coopération pratique entre Séoul et Tokyo. Objectif affiché, approfondir les échanges dans des domaines qui touchent directement la vie quotidienne des citoyens, notamment l'économie, la société et la culture. Une volonté de rapprochement qui contraste avec les inquiétudes exprimées dans la rue. Entre impératifs stratégiques, enjeux régionaux et mémoire historique, les relations entre la Corée du Sud et le Japon avancent sur une ligne diplomatique étroite. Si le dialogue politique ne se poursuit pas au plus haut niveau, une partie de la société sud-coréenne rappelle que la normalisation des relations passe aussi par la confiance, la reconnaissance du passé et le respect de la mémoire historique. Les marchés financiers sont sous tension. De nouvelles menaces judiciaires visant la réserve fédérale américaine inquiètent les investisseurs et relancent les doutes sur l'indépendance de la Banque centrale. Résultat, l'or et l'argent atteignent des records, tandis que les bourses évoluent avec prudence. Un vent d'inquiétude souffle sur les marchés financiers mondiaux. Les investisseurs privilégient la prudence après l'annonce de menaces de poursuites judiciaires contre la Réserve fédérale américaine. Conséquence immédiate, les valeurs refuges flambent. L'once d'or franchit un nouveau record historique, dépassant les 4 590 $, tandis que l'argent grimpe à plus de 84 $ l'once, un niveau inédit. Selon des analystes, cette hausse traduit des doutes croissants sur l'indépendance de la Fed, pilier de la stabilité financière mondiale. Dimanche, son président Jerome Powell a confirmé que l'institution avait reçu une convocation du ministère américain de la Justice pouvant déboucher sur des poursuites pour fraude. Jerome Powell dénonce une pression politique, estimant que ces menaces visent à influencer la politique monétaire, notamment sur la question sensible des taux d'intérêt. Depuis plusieurs mois, le président américain Donald Trump critique ouvertement la Fed.
l'accusant de ne pas baisser suffisamment les taux alors que l'inflation reste au-dessus de l'objectif des 2%. En Europe, les marchés réagissent avec retenue. Paris, Londres et Milan reculent, tandis que Francfort hésite. Le dollar, lui, s'affaiblit face à l'euro. Dans les prochains jours, les investisseurs surveilleront de près les chiffres de l'inflation américaine et les déclarations de la Fed, dans un climat où la confiance institutionnelle est mise à rude épreuve. En Argentine, enfin, une renaissance aux couleurs éclatantes. Disparus depuis plus d'un siècle, les haras rouges font leur retour dans les esteros del Ibera grâce à un ambitieux programme scientifique de réhabilitation. Un projet qui vise à sauver une espèce emblématique tout en restaurant l'équilibre fragile des écosystèmes. Il colore à nouveau le ciel des esteros del Ibera. Les haras rouges, disparus dans cette vaste zone humide du nord de l'Argentine depuis plus de 150 ans, font aujourd'hui leur retour grâce à un ambitieux programme de réhabilitation et de réintroduction. Depuis 2015, biologistes et vétérinaires œuvrent à redonner une place à cette espèce emblématique décimée par la chasse et la destruction progressive de son habitat naturel. Un travail de longue haleine fondé sur l'observation, la patience et la rigueur scientifique. Chaque oiseau est suivi de près. Équipés de dispositifs de localisation, les haras sont observés quotidiennement afin de mieux comprendre leurs déplacements, leur alimentation et leur capacité à s'adapter à la vie sauvage. Ces oiseaux jouent un rôle écologique essentiel. Frugivores, ils participent à la dispersion des graines et à la régénération des forêts, contribuant ainsi à l'équilibre de l'ensemble de l'écosystème. Les individus les plus vulnérables sont pris en charge dans des centres spécialisés. Objectif, les renforcer physiquement tout en évitant toute dépendance à l'homme. Pour préserver leur comportement naturel, les soigneurs ont recours à des marionnettes imitant des haras adultes, une méthode clé pour préparer les jeunes oiseaux à une réintégration réussie dans la nature. Peu à peu, les haras gagnent en autonomie. Certains nichent désormais à nouveau dans la région, un signe encourageant pour les scientifiques. Plus qu'un simple sauvetage d'espèces, la réintroduction des haras rouges incarne une ambition plus large, celle d'une nature restaurée, où la science aide à réparer les équilibres rompus par l'homme. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.